Bonjour à tous, donc bienvenue pour la première réunion de présentation des mobilités à l'étranger. Donc pour partir étudier ou faire un stage à l'étranger, même si on va essentiellement parler des études à l'étranger, mais on donnera aussi des conseils là-dessus. Donc il faut savoir qu'il y aura encore deux autres réunions, une en janvier qui sera plus précise sur les destinations et sur les procédures de candidature. Et puis on aura une réunion en mai pour ceux qui partent, pour les préparatifs du départ. Donc, je me présente, je suis Valérie Nicolas Aymar, je suis vice-doyenne des relations internationales pour l'économie et le management. Donc, j'ai au moins un étudiant, peut-être d'autres aussi, qui sont en économie et management avec moi en L2 ou dans d'autres années. Et puis, mon voisin est Patrick Boitong, qui est le vice-doyen des relations internationales pour le droit. Voilà. Et donc, l'équipe est plus large que nous deux, puisqu'il y a aussi Sadja Mechkan, qui est la responsable administrative du service DRI, qui aurait souhaité être là aujourd'hui, mais qui a un petit souci de santé, donc qui ne peut pas être là. Et Laurence Wagner, que vous aurez l'occasion de voir après, en salle Penrose, il y a un buffet. Alors, apparemment, il y a beaucoup à manger, alors peut-être beaucoup de sucré, sur les mobilités. Donc, n'hésitez pas à y aller à 13h30 après la réunion. Et vous aurez l'occasion aussi de pouvoir poser vos questions plus précises sur les mobilités. Il y aura aussi des gens de la direction des relations internationales. Aujourd'hui, on va parler de différents points. Je ne vais pas dérouler le plan précisément. Juste la première chose, c'est pourquoi et comment partir. Donc déjà, je n'ai peut-être pas besoin de vous convaincre de l'intérêt de partir puisque vous êtes déjà là. Mais clairement, partir faire une année de mobilité, d'études à l'étranger, c'est une vraie richesse, c'est une vraie opportunité. Je pense que si nous, on est là comme vice-doyen des relations internationales, c'est parce qu'on a eu la chance de vivre des expériences à l'international et on sait que ce sont des expériences qui transforment et en tout cas qui nous donnent une petite particularité, une richesse intérieure, pas nécessairement une richesse humaine, on est bien d'accord, mais en tout cas qui, dans nos vies, rend nos vies peut-être plus intéressantes, plus curieuses, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je vous souhaite de vivre ces moments-là, soit l'année prochaine en faisant des études à l'étranger ou à d'autres occasions. L'ouverture internationale est extrêmement précieuse dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est d'abord l'acquisition de soft skills, forte capacité d'adaptation. Hein. On se trouve projeté dans un environnement inconnu, dans une langue parfois qu'on ne maîtrise pas bien. Mais au-delà de la langue, eh bien, c'est tout un système qu'il faut redécouvrir, hein, un système d'organisation. Rien que le faire d'aller faire ses courses, ça peut être une vraie aventure, hein, parce qu'on ne retrouve pas les produits qu'on a l'habitude d'acheter, donc il faut se repérer. La location d'un appartement, si on est malade, comment marche le système de santé, hein. Je ne vous souhaite pas quelque chose de grave, mais tout simplement une angine, une grippe, hein, on a besoin d'aller voir un médecin. Et là, le système de santé n'est pas nécessairement le même que nous, donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc tout ça, ça permet de développer ses capacités d'adaptation, de gérer évidemment le changement. Hein. Quand on part, il faut s'organiser, il y a des tas de choses qu'il faut anticiper. Et puis, bien sûr, des compétences relationnelles, hein, puisque là, de la langue, c'est aussi la confrontation avec une autre culture. Et quand bien même on part pas très loin de la France, même au sein de l'Europe, hein, on va tous avoir nos particularités, nos petites habitudes nationales auxquelles les autres ne sont pas nécessairement habitués. Donc il faut réapprendre, hein, à interagir avec les autres, à savoir ce que veut dire une expression faciale de quelqu'un qui n'est pas de votre culture. Hein. On sait que dans certaines cultures, par exemple, les émotions s'expriment de manière très forte. Hein. Je vous donnerai les États-Unis, hein, où tout le monde est amazing et awesome. En revanche, si vous allez dans d'autres pays, comme par exemple l'Asie, comme en Chine, hein, en Chine, on exprime beaucoup moins ses sentiments. Et quand on demande à un Chinois si ce que vous venez de dire a été compris, eh bien, on va vous dire oui, oui, c'est compris, alors qu'en fait, ça se trouve, il n'a rien compris ou elle n'a rien compris parce que dans leur culture, reconnaître qu'on n'a pas bien compris quelque chose, ça met en situation inconfortable. Donc voilà, deux exemples un peu extrêmes, mais à des échelles plus petites, on a toujours ce genre d'expérience qui, encore une fois qu'on a décodé le principe relationnel, c'est waouh, une vraie richesse.
C'est aussi aller dans des universités où vous n'aurez pas nécessairement les mêmes méthodes pédagogiques, hein, pas toujours le même nombre d'heures de cours. Dans certains pays, il y a moins d'heures de cours qu'en France. Ce n'est pas pour ça que vous travaillez moins, c'est juste que vous allez devoir travailler encore plus tout seul et anticiper des choses. Donc ça aussi, hein, c'est l'occasion de se confronter à d'autres formes de travail et de pédagogie. C'est aussi, alors évidemment, la valorisation de cette mobilité à l'échelle du cursus universitaire. Pour bon nombre de formations, avoir vécu une expérience d'études à l'étranger est valorisé. Je mettrai juste un petit bémol. Avant de partir, posez-vous quand même la question de là où vous avez envie d'aller ensuite, notamment en master, puisque beaucoup d'étudiants sont en master, puisqu'il peut arriver que dans certaines formations, la mobilité ne soit pas valorisée. Donc si par exemple je parle moi de l'économie management, si vous voulez faire un master en CCA, en comptabilité, en compta contrôle audit, c'est pas conseillé. En tout cas pour notre formation au sein de Paris-Saclay, puisqu'on considère qu'il faut avoir des bases très solides en comptabilité contrôle acquises en L3, soit parcours gestion des entreprises, soit directement la licence CC, compta contrôle, et qu'aller à l'étranger, c'est pas le même système comptable et que donc c'est défavorable. Dans d'autres universités, vous aurez probablement un autre discours en disant qu'au contraire, être allé voir un autre système comptable et de contrôle de gestion, eh bien, c'est une richesse ensuite pour pouvoir aborder cette thématique-là. On a la même chose en droit. Oui, typiquement en droit fiscal, vous savez sans doute que la fiscalité ne fonctionne pas de la même manière en France que dans d'autres pays. Donc en toute logique, si vous voulez faire des études de droit fiscal, un master de droit fiscal, il est plutôt déconseillé de partir un an à l'étranger, puisque pour les enseignants de droit fiscal, c'est un an de perdu, puisque c'est un an que vous n'aurez pas à consacrer à l'étude du droit français. Voilà, donc ça dépend de la philosophie des directeurs de master, évidemment, mais donc dans certaines matières du droit, partir à l'étranger, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Voilà, donc vérifiez bien, encore une fois, c'est pas parce que si vous voulez faire du droit fiscal, si vous allez dans d'autres universités, peut-être que vous aurez un discours contraire, hein, parce que les grands cabinets d'audit, où il y a la question de fiscalité, ou avocats en fiscalité, dès lors qu'on traite avec des entreprises étrangères ou le droit à l'international, il y a de la fiscalité, c'est bien d'avoir une bonne compréhension d'une langue étrangère et d'un droit étranger. Donc voilà, donc il n'y a pas de... Juste, faites attention. Perfectionnement, évidemment, en langue étrangère, hein, c'est évident, vous allez passer... C'est pour ça qu'on pousse beaucoup nos étudiants à partir 1 an plutôt que 6 mois, parce que déjà 6 mois, ça passe très vite, hein, en septembre, c'est même 5 mois. Hein, vous avez à peine le temps d'avoir compris comment tout ça fonctionnait, d'avoir commencé à maîtriser la langue, vous faire des copains, que déjà vous devez repartir. Donc la vraie immersion, c'est vrai qu'elle est sur 1 an. Donc en licence 3, puisque c'est l'année de départ en licence, vraiment on déconseille fortement, voire on refuse parfois pour certaines destinations, la mobilité sur 6 mois. En revanche, si vous postulez en master, là c'est pareil, ça dépend du responsable de master, de votre master. Ou parfois effectivement 6 mois c'est mieux parce que pour le coup... un master, c'est 4 semestres, et donc voilà. Mais ça va vraiment dépendre des responsables de formation. Là, j'ai une étudiante, elle est partie en master 2, elle est partie pour 1 an, parce que son responsable de master lui a dit non, c'est mieux de partir pour 1 an. Donc renseignez-vous sur le meilleur format possible. Alors évidemment, partir à l'étranger, c'est des défis et des conditions de réussite. Hein. La première étape, c'est d'avoir validé son année précédente, c'est-à-dire l'année dans laquelle vous êtes actuellement. Donc évidemment, ça, vous ne le saurez qu'à la fin. Donc ça ne vous empêche pas de préparer le dossier. Hein. Et puis si vous ne validez pas, vous ne partirez pas. Voilà, et puis vous repostulerez l'année d'après. Et avec un peu de chance, vous serez repris et vous repartirez l'année d'après. Donc voilà, donc vous ne vous limitez pas par rapport au risque de ne pas réussir votre année actuelle. C'est aussi une préparation matérielle, donc déjà bien penser à tout ce qui est lié au financement. Partir à l'étranger, ça peut avoir un coût. Bien sûr, vous avez des aides, j'y reviendrai tout à l'heure avec les bourses. Si vous êtes boursier, vous êtes encore plus aidé puisque vous avez votre bourse et puis d'autres bourses qui peuvent se cumuler. Il n'en reste pas moins que si aujourd'hui, par exemple, vous vivez chez vos parents et que vous n'avez pas des frais de logement, forcément, quand vous allez partir dans un pays étranger, comme si vous partiez dans une université en dehors de Paris, vous devriez payer un logement. Donc ça, c'est un coût qu'il faut anticiper.
Le coût de la vie aussi, du pays où vous voulez aller. Il y a des pays qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Alors si c'est en Europe avec Erasmus+, la bourse Erasmus+, est variable en fonction du type de pays où vous allez. Il y a 3 groupes de pays. En fonction du niveau de vie du pays, vous avez une aide plus ou moins forte. Maintenant, l'aide, elle ne couvre pas tout, hein, qu'on se le dise, mais elle va être quand même ajustée en fonction du coût de la vie. Donc n'hésitez pas, quand vous étudiez vos destinations, à aussi, si vous avez des moyens financiers assez réduits, à ne pas hésiter à aller dans des pays où le coût de la vie est plus faible. Alors, par exemple, si vous partez en Hongrie, le coût de la vie est beaucoup plus faible que si vous partez en Allemagne ou en Irlande. Hein. Par exemple, Dublin, pour les juristes, où il y en a un accord avec Trinity College. Dublin, c'est très très dur de se loger, les coûts sont très élevés. Hein. Donc plus c'est difficile de se loger, plus vous risquez de devoir payer de manière assez forte votre loyer. Et donc tout ça, ça s'anticipe. Voir aussi si dans les universités où vous pourriez postuler, il y a des possibilités de logement universitaire. Nous, on n'est pas en charge de vous trouver un logement universitaire. C'est comme ici, vous venez faire vos études, vous pouvez faire de demandes au Crous, mais nous, côté faculté Jean Monnet, on n'est pas responsable de vous trouver un logement. C'est exactement la même chose pour les pays étrangers. Une préparation psychologique, et puis je mettrai familiale dans le même plan. Hein, voilà, partir, parfois ça peut être une rupture, enfin pas une rupture, mais un déchirement familial. On n'a pas eu l'habitude de quitter sa famille, on va se retrouver dans un monde inconnu, il va falloir se prendre en charge, etc. Donc on est plus ou moins armé pour faire face à ces changements. Donc il faut bien aussi l'anticiper psychologiquement, même si très sincèrement... je me tourne vers Laurence, je me trouve vers Patrick. Je n'ai pas d'exemple en tête d'étudiants qui sont revenus parce que ça n'allait pas psychologiquement. Il y en a, je pense, qui se sont désistés à la dernière minute. Je pense qu'ils ont eu un petit coup de trouille. Mais une fois qu'ils sont partis, les étudiants sont ravis, même si au début, il peut y avoir un moment un peu difficile. Mais c'est normal. Et d'ailleurs, on n'a jamais écho sur les moments difficiles, ou très peu. En tout cas, ça s'arrange toujours. Et puis linguistique, c'est un bon moteur pour travailler vos langues. Hein. L'idée, c'est que mieux vous maîtriserez la langue étrangère dans laquelle vous allez vivre et dans laquelle vous allez étudier, plus vous serez à l'aise pour réussir vos études, pour interagir avec les autres, même en dehors du travail universitaire. Donc si vous avez l'intention, par exemple, de partir en Espagne, travailler son espagnol, c'est quand même un élément essentiel, hein, parce que si vous voulez vous faire comprendre dans la rue, etc., c'est quand même important. Et puis, même si vous étudiez vous prenez majoritairement des cours en anglais quand vous êtes en Espagne, c'est bien de parler l'espagnol, mais ça veut dire aussi qu'il faut travailler son anglais pour pouvoir suivre ses cours en anglais. Il y a beaucoup de pays qui proposent, même si ce ne sont pas des pays anglophones, qui proposent des cours en anglais. Donc le travail de la langue, ce n'est pas simplement vos heures de cours au sein de la faculté Jean Monnet, c'est une vraie, j'ai envie de dire, une hygiène de vie, de travailler votre anglais régulièrement, écouter régulièrement un podcast en anglais, lire en anglais, réviser votre vocabulaire. Enfin, il y a plein de façons plus ou moins, on va dire, scolaires de travailler vos langues, mais c'est un travail au quotidien. Hein. C'est comme pour ceux qui font du sport pour être en forme ou qui font de la musique. Hein. C'est exactement la même chose. Une langue, elle se vit, elle s'imprègne progressivement. Et enfin, la préparation académique. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Bien penser à ce que vous voulez faire après, hein, puisque en fonction de ce que vous allez faire après, vous pouvez être amené à choisir des destinations plutôt que d'autres, puisque si vous préparez bien votre mobilité, vous allez aller voir sur les sites des universités ce qui est proposé comme cours. Et parfois, il peut y avoir certains cours spécifiques qui sont plus développés dans certaines universités que dans d'autres. Par exemple, je crois que c'est en Grèce où il y a beaucoup de droits... pénal, c'est ça, hein. Ou si vous faites de la criminologie, il y a peut-être des universités qui ont plus d'offres de cours en criminologie, surtout si vous les cherchez en anglais, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment important de bien réfléchir à ça pour choisir aussi vos destinations et puis bien sûr prévoir la sélection ensuite en master, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors le principe commun des programmes, c'est quoi ? Vous allez, une fois que vous partez, hein, vous allez construire un plan de cours, un learning agreement, qui va être défini avant le départ, au printemps, même s'il sera forcément amené à bouger à la rentrée, parce qu'il y a toujours des impondérables. Mais j'ai presque envie de dire que le learning agreement, vous devez vraiment y réfléchir, même au moment où vous candidatez,
pour avoir une idée des cours que vous allez suivre et dans lesquels vous allez devoir vous inscrire. Et souvent, dans les universités, vous allez vous inscrire au mois de mai à ces cours. Sachant que ce Learning Agreement, vous devez ramener, c'est un peu comme un jeu, hein, si vous partez un an, 60 ECTS, si vous partez un semestre, 30 ECTS. La charte Erasmus+, que l'on applique ensuite dans les destinations hors Erasmus, hors Europe, hors Union européenne, c'est de capitaliser sur des ECTS. C'est-à-dire que vous ne ramenez pas des notes. Donc quand vous allez revenir, même si vous nous soumettez un relevé de notes allemand, polonais ou canadien, ce que vous voulez, eh bien, sur le relevé de notes qui vous sera édité ici, il n'y aura pas les notes, il y aura juste validation avec tant de CTS ou pas validation avec tant de CTS. D'accord ? On ne traduit pas sur un document officiel les notes que vous avez acquises dans le pays étranger dans un bulletin français. En revanche, on va le voir tout à l'heure, vous pourrez convertir vos notes, mais c'est juste à titre indicatif. Le document officiel que vous avez avec vos notes, ça sera le document officiel qui vous est fourni par votre université d'accueil, avec les notes dans le système de votre université d'accueil. D'accord ? Nous, on va juste regarder le nombre de CTS que vous avez acquis, et si vous avez vos 60 CTS, eh bien, vous validez votre année. Par exemple, si vous avez acquis 25 ECTS au lieu de 30 si on parle d'un semestre, on va dire allez, 35 ECTS sur une année sur 60, vos 35 ECTS, grosso modo, vous allez les garder l'année d'après. C'est-à-dire qu'on refera un contrat pédagogique dans votre redoublement où il y aura des matières que vous n'aurez plus besoin de repasser puisque les ECTS seront acquis. D'accord ? En revanche, les notes ne sont pas reprises dans l'année de redoublement, juste vos ECTS. Donc ce sera des unités d'enseignement acquises sans notes. Donc l'objectif, c'est de ramener des ECTS. L'étudiant s'inscrit dans les deux établissements, l'origine et l'accueil. C'est-à-dire que, en fait, le diplôme que vous allez avoir, et ça m'amène au troisième point, mais je reviendrai au deuxième tout à l'heure, le diplôme que vous allez avoir, c'est le diplôme de l'université Paris-Saclay. Par exemple, si vous vous inscrivez en licence 3 de droit, parcours droit privé, c'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises, eh bien, vous aurez votre licence de droit avec l'option, la spécialisation droit privé, comme si vous n'étiez pas parti. D'accord ? Puisque vous avez vos ECTS, vous les avez ramenés, paf, c'est bon. En revanche, vous n'aurez pas le diplôme de l'université qui vous accueille, sauf si vous étiez dans un cadre de double diplôme, ce qui a priori n'est pas le cas des étudiants dans la salle, puisque c'est vraiment sur des masters très spécifiques où il y a ces doubles diplômes. Donc, le diplôme, et donc ça veut dire qu'il faut vous inscrire, je reviens à mon point 2, dans l'université d'accueil, évidemment, hein, puisque vous allez appartenir à cette université, mais il faut aussi vous inscrire chez nous et vos droits universitaires, vous les paierez ici. C'est-à-dire que vous allez payer vos droits universitaires, la CEVEC, c'est comme ça qu'on dit la CEVEC, hein, je deviens pro, la CEVEC, vous allez payer comme si vous n'étiez pas parti, mais vous ne paierez pas des droits d'université dans l'université qui vous accueille. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut vous inscrire chez nous, un, parce que c'est ici que vous payez vos droits universitaires, et deux, si vous voulez diplômer de chez nous, eh bien, il va falloir être inscrit chez nous. Et puis, grosso modo, si vous ne vous inscrivez pas chez nous, le système il va bloquer au bout d'un moment. Donc voilà, donc bien penser, hein, l'idée c'est que c'est vraiment un esprit où vous allez faire votre année à l'étranger, mais vous êtes toujours étudiant chez nous et aussi étudiant à l'université, mais vous êtes diplômé de notre université. Enfin, il se trouve que vous voulez absolument, quand vous êtes en mobilité, étudier un certain cours précis que vous ne trouvez pas, que vous ne pouvez pas étudier à l'étranger, vous pouvez tout à fait prendre des cours dans notre catalogue de cours en enseignement à distance, puisqu'on a la licence de droit et la licence d'économie-gestion, elle existe aussi en enseignement à distance. C'est un programme différent, qui est traité différemment, mais où il y a les matières principales de la licence de droit et la licence d'économie-gestion. Et donc, vous pouvez prendre jusqu'à 2 cours d'enseignement à distance. Donc, concrètement, vous inscrirez, quand Laurence vous demandera l'année prochaine,
Vous aurez le choix de cours. Vous dites, voilà, je voudrais m'inscrire, par exemple, si je reviens à mon problème de compta, au cours de comptabilité approfondie et puis un cours de droit fiscal. Et je vais suivre ces 2 cours-là en parallèle. Ça ne donne pas lieu à des ECTS, ça ne donne pas lieu à un diplôme quelconque ou quoi, mais ça vous permet quand même d'acquérir les connaissances qui seront nécessaires pour bien suivre en master ensuite. Et c'est sans coût supplémentaire, même si normalement les cours en enseignement à distance sont payants. Rapidement, quand vous allez donc partir, là par exemple on est dessus pour les étudiants qui sont partis. Vous recevrez à l'automne ou à la fin du premier semestre, tout dépend de la durée de votre séjour, un kit de validation dans lequel vous serez informé sur les règles de validation de votre mobilité chez nous. C'est-à-dire dans quelle mesure, quand vous rentrez ici, on va considérer que vous avez validé votre année. Parce que vous verrez que effectivement l'objectif c'est de ramener 60 ECTS. Après, on peut avoir quelques règles de compensation de façon à, si vous loupez une UE ou 2, suivant certains critères, un nombre minimum de CTS et au moins 10 de moyenne, vous pouvez quand même valider votre année. Donc ça, vous aurez ces précisions. On reviendra dessus en mai et vous l'aurez ensuite quand vous serez parti. Les destinations, c'est souvent ce qui intéresse le plus des étudiants. Où est-ce que je vais bien pouvoir partir? Alors, première destination, enfin première, dans l'ordre de présentation, pas en termes de volume, je dirais, c'est le programme MICEFA. Donc le programme MICEFA, qui veut dire Mission interuniversitaire de coordination des échanges franco-américains, est un programme qui est géré nationalement par la France avec les États-Unis et qui permet aux étudiants des universités françaises de partir faire des études, soit dans des universités américaines, soit dans des universités canadiennes anglophones. Je vous ai mis ici la fiche interactive MICEFA avec un lien. Alors, vous voyez un Google Drive. En fait, on a ouvert ou on va ouvrir. Je ne sais pas s'il a été... Enfin, en tout cas, on l'a ouvert maintenant. Si, il est ouvert. J'ai n'importe quoi. Il est ouvert. On a ouvert, puisque c'est moi qui l'ai fait, on a ouvert un Google Drive dans lequel on a mis un certain nombre de documents utiles pour préparer vos mobilités, puisque comme vous le savez, nous n'avons pas de site internet et que donc nous avons trouvé des solutions alternatives pour communiquer avec vous. Donc là, sur le Google Drive que vous avez ici, vous aurez déjà une fiche interactive sur partir en Amérique du Nord, c'est ce document jaune, et vous verrez, il y aura des liens qui vous renverront sur une autre plateforme avec toutes les informations nécessaires et toute la procédure à suivre. Sachant que les étudiants qui postulent au programme ICEFA géreront leur dossier de candidature directement avec la direction des relations internationales qui se situe à Orsay, au château. Je ne sais pas si vous voyez, alors pour ceux qui sont à Orsay, c'est une espèce de demeure bourgeoise qu'on peut considérer comme un château à l'une des entrées du campus d'Orsay. Et donc c'est nos collègues qui vont traiter votre candidature, qui vont vérifier que vous avez le profil pour pouvoir candidater. Notamment en question de profil, c'est assez exigeant puisqu'il faut avoir une moyenne minimum, voire plus, ça dépend de certaines universités qui sont encore plus exigeantes, de 12, et il faut avoir valider son TOEFL avec au moins 80, et là je dis au moins parce que là aussi ça peut varier en fonction des universités canadiennes et américaines qui vous sont proposées. Donc anticipez bien tout ça puisque les candidatures sont jusqu'au 9 décembre 2024. Donc allez sur le Google Drive, vous avez cette fiche, vous vous connectez, c'est extrêmement clair et vous avez toutes les informations, et si vous avez des questions, vous allez voir nos collègues à la direction des relations internationales qui sont donc au château. Alors, la première colonne, nous l'avons déjà vue. La deuxième colonne, c'est le programme québécois d'échange étudiants qui s'appelle le programme BCI, Bureau de coopération interuniversitaire du Québec. Alors, les échanges avec le Québec, le Canada de manière générale, et les échanges avec le Québec sont, on ne va pas vous le cacher, de plus en plus difficiles. Pour une raison très simple, c'est que les étudiants canadiens ne cherchent pas à partir en mobilité. En tout cas, sur de durée longue. Ils aiment bien partir pour une summer school, se faire un petit 15 jours à Paris, so lovely, et puis ils suivent une summer school. Voilà. Mais ils ne cherchent pas à partir très longtemps. Donc, comme les principes d'échange, c'est la réciprocité, forcément, nos étudiants sont c'est beaucoup plus difficile
de recevoir des étudiants français au Canada si le Canada n'envoie pas non plus des étudiants. Donc, il y a moins en moins de possibilités. Là aussi, ce programme est géré en centrale par la Direction des Relations internationales qui pourra vous donner plus d'indications sur les universités qui sont accessibles par le BCI. Donc, par exemple, je sais que cette année, j'ai un étudiant en économie et management qui avait un très, très bon dossier qui a été pris à Laval. Il y en a d'autres qui avaient postulé qui n'étaient pas pris. Donc, il y a d'autres universités qui sont un peu moins exigeantes, mais là, je vous invite vraiment à aller au château pour vous renseigner, pour savoir quelles universités font partie du programme cette année, parce que ça se réduit progressivement d'année en année à peau de chagrin. Et puis, les procédures, les conditions, sachant que là aussi, il y a des conditions de moyenne sur la L1, au moins 12. Et là aussi, ça va dépendre des dossiers, puisqu'en fait, on a un très peu de place. Et donc, on va envoyer les meilleurs dossiers qui auront sans doute la chance d'être admis. Parce que nous, on ne fait que des propositions de candidature. Et ensuite, c'est l'université d'accueil qui dit oui ou non. Et ça, c'est valable pour toutes les universités qui vous accueillent. Donc évidemment, quand on envoie un dossier en février, on essaye d'envoyer un dossier où on est à peu près certain. On se dit qu'il y a quand même beaucoup de chances pour que l'étudiant soit pris. Parfois, ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc là, les candidatures pour le BCI, c'est jusqu'au 17 février 2025. Ensuite, nous avons des accords bilatéraux. Donc les accords bilatéraux, ce sont des accords signés entre l'université Paris-Saclay et des universités dans d'autres pays hors Erasmus. Parce qu'Erasmus, c'est encore autre chose. Donc, Patrick et moi, on essaye de négocier des accords avec des universités pour qu'ils puissent accueillir nos étudiants. Et à chaque fois, on négocie pour des niveaux de soit bachelor ou master, ou bachelor et master, donc licence et master, pour certaines disciplines, pour un certain nombre de places, etc. etc. Alors, rapidement, j'ai mis un tableau des accords que nous avons aujourd'hui. Donc, on a, j'ai mis aussi les liens vers les sites internet des universités, ce qui vous permettra un petit peu d'aller voir. Et souvent, il y a un espace étudiants étrangers, étudiants à mobilité internationale, et ça vous permet de voir aussi les cours qui sont proposés en anglais ou qui sont proposés tout simplement aux étudiants. Souvent, c'est la question du cours, est-ce qu'il y a des cours en anglais ou pas. Alors, le Brésil, langue portugaise, on a un accord depuis l'année dernière. On a de très bonnes relations avec cette université. Le seul petit souci identifié l'année dernière, c'est qu'ils ont finalement assez peu de cours en espagnol et en anglais. Ce qui veut dire que c'est souvent difficile de construire un learning agreement avec que des cours en anglais ou que des cours en espagnol ou mixant les deux. Ça veut dire qu'il faut mettre des cours en portugais. Donc si certains d'entre vous ont une bonne maîtrise du portugais, c'est sans doute une très belle opportunité. En tout cas, en économie management, je pense qu'il y a moyen de construire un beau learning agreement avec, dès lors qu'on prend des cours en portugais. Pour le droit, je laisse... Pour le droit, ceux qui veulent se spécialiser en droit privé, le Brésil n'est pas réellement une option dans la mesure où la plupart des cours, les quelques cours qu'ils proposent en anglais sont des cours de droit public, notamment de droit constitutionnel. Voilà. Et même, il n'y en a peut-être pas assez, même pour faire carrément un learning agreement en droit public aussi. Voilà, donc allez voir quand même. Le Canada, alors le Canada, j'ai parlé du Canada tout à l'heure avec les programmes BCI. On a un accord aussi bilatéral pour le droit avec l'université de Montréal, qui est aussi pourtant une université du Québec, mais c'est hors programme BCI, qui est aussi extrêmement sélectif, je crois, très très sélectif. Enfin, en général, quand vous déposez votre candidature à la direction des relations internationales, chez nous, ils sauront vous dire si vous avez des chances ou pas d'être pris, même s'ils ne pourront jamais vous garantir la place. Ensuite, on a la Chine. Donc la Chine, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont en DU anglais-chinois. Donc on a un accord avec l'université de Wuhan depuis très longtemps, pour la licence uniquement, en droit, en économie et en management. Donc il est possible de faire des learning agreements dans chacune de ces disciplines. En économie et en management, on peut mixer économie et management. Et la possibilité évidemment de prendre des cours de mandarin et la possibilité de prendre des cours en anglais pour les cours disciplinaires. Donc si vous ne maîtrisez pas très bien le chinois ou même que vous ne parlez pas, vous pouvez quand même suivre vos cours en anglais et puis en profiter pour perfectionner votre langue, le mandarin, ou l'apprendre si vous ne le connaissez pas.
moi, en économie management, j'ai eu d'excellents retours l'année dernière d'étudiants qui vraiment étaient très heureux et qui sont revenus soit chez nous ou qui sont partis dans des universités ailleurs, et notamment à l'étranger. J'ai un étudiant qui est parti à Copenhague, Maël, et j'en ai un autre, mais il était à Taïwan, il est parti aux Pays-Bas. Alors justement, ça me permet de passer à Taïwan, je remonterai ensuite. Donc Taïwan, on a deux accords, un avec la NYCU et un autre avec la National Taiwan University, qui sont, de toute façon, Taïwan, hein, c'est une ville-État, et donc voilà, qui propose aussi, depuis 2 ans, on envoie des étudiants. Ils sont plutôt contents, des retours très positifs. Alors, en économie management, moi, j'en ai envoyé. Et toi, en droit, tu en as envoyé un. Voilà, cette année, j'en ai une, parce qu'il y avait une place à la NTU, et j'en ai envoyé un à la NYCU, et on avait 2 places à la NYCU. En fait, le nombre de places, ça dépend aussi des candidatures d'autres composantes de l'université Paris-Saclay. Par exemple, la NTU, je crois qu'on a 3 places au total, mais on n'est pas les seuls. Donc, ça dépend de si les autres UFR aussi candidatent. Bon, en tout cas, on a toujours au moins une place pour nous. Je remonte. Donc ça, la Taïwan, une très bonne alternative à la Chine, puisque évidemment, notamment pour les étudiants qui sont en DU mandarin ou pour ceux qui veulent apprendre le mandarin. Ensuite, on a le Japon. Alors le Japon, on a Nagoya University, qui est pour les étudiants en droit, assez exigeant aussi en termes de dossier de candidature. On a 3 étudiantes qui sont rentrées là en septembre, qui étaient parties 1 an. Elles sont revenues absolument enchantées de leur séjour à Nagoya, d'un point de vue universitaire et extra-universitaire. Donc voilà, une belle destination. Et puis Tohoku University, alors moi je ne la connais pas. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de cours en anglais, plutôt en master. C'est pour ça que j'ai mis que master, parce qu'en licence, j'ai trouvé que le catalogue de cours était assez limité en langue anglaise. Donc c'est un peu embêtant. On n'a jamais envoyé d'étudiants jusqu'à présent, parce qu'on a surtout des étudiants de licence qui partent. Alors après, il y a la question du Royaume-Uni. C'est la pépite recherchée par beaucoup d'étudiants. Malheureusement, depuis le Brexit, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on ne peut plus avoir des accords Erasmus. Donc ça veut dire aussi qu'il y a moins d'aide financière pour y aller. Et nos partenaires nous demandent des cours en anglais chez nous pour pouvoir accueillir leurs étudiants qui ne parlent pas bien le français. Et si on n'a pas de cours en anglais, ils ne veulent pas signer d'accord. Donc là aussi, en toute transparence, à partir du moment où en économie management, nous n'avons pas de cours en anglais à proposer, ils ne peuvent pas recevoir des étudiants chez nous. Donc je vous avoue que je me bats, que j'essaye de trouver des solutions avec des cours en anglais en plus chez nous, ou des étudiants francophones du côté anglais. Mais pour le moment, ça n'a pas été très fructueux. En revanche, on a un accord depuis l'année dernière avec Sheffield pour le droit, et on vient de signer un accord avec Southampton pour le droit en licence. Voilà. Donc peu de place, mais j'ai envie de dire, si vous voulez étudier en anglais, parce que d'abord c'est votre langue de prédilection et que c'est là où vous vous sentez plus solide, il y a plein d'autres pays d'Erasmus+, qui proposent des cursus en anglais. Donc vous pouvez très bien partir en Allemagne, en Pologne, en Hongrie ou au Portugal et prendre un cursus complètement en anglais. Hein. Donc c'est pas un problème en tant que tel de ne pas avoir trop d'échanges avec le Royaume-Uni, même si je comprends bien que c'est toujours très attractif. Et puis, on a un accord récent avec la Thaïlande qui est pour la licence. Voilà. Et pour le coup, eux ont des cours à la fois en anglais et en français, voilà. Puisque le centre de recherche de cette université thaïlandaise est un centre de recherche français, puisque, vous ne le savez peut-être pas, mais le droit thaïlandais est pour grande partie inspiré du droit français. Voilà. Donc tout ça pour dire, au final, ça ne fait pas énormément de place, hein, parce que ce n'est pas propre à notre faculté ou à l'université Paris-Saclay. Quand on négocie des mobilités, généralement, c'est 1, 2, 3, 4 étudiants maximum pour 1 an. Hein. Donc forcément, par exemple, la Thaïlande, je crois que c'est un étudiant pour 1 an, pour le moment. Voilà, donc les nombres de places sont assez limités, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même candidater. Et puis après, ça me permet de rebondir sur les offres Erasmus+, où là, on a énormément d'accords. Donc, c'est plus facile de trouver des places Erasmus+. Tout en sachant qu'on vous le redira en janvier, quand vous postulez, vous pouvez donner différents choix. Vous allez nous remettre
proposer différents choix et classer, et en fonction de vos camarades, des demandes de vos camarades, de vos niveaux universitaires, etc., eh bien, on vous proposera une destination qui normalement correspond à un des choix que vous avez demandé. Alors, Erasmus+, alors, pour les accords bilatéraux, on a mis jusqu'au 1er février, puisque les dates sont assez varient énormément en fonction des destinations. Donc, de façon à ce que les dossiers soient bien prêts pour tout le monde, on a mis le 1er février. Pour ce qui est d'Erasmus, vous avez jusqu'au 28 février pour déposer vos dossiers. Et vous aurez un détail plus précis sur toutes les destinations en janvier. Mais cela dit, je peux déjà quand même vous donner un peu une idée. Alors déjà, on a des universités avec qui on a une relation très spécifique. Donc pour mes étudiants, j'ose espérer que vous avez déjà entendu parler de UGLO, donc UGLO pour European University Alliance for Global Health. C'est une alliance d'universités européennes. C'est une demande de la Commission européenne que les universités européennes construisent des alliances de façon à favoriser la mobilité des étudiants, des enseignants, des chercheurs au sein de l'Europe, avec une forte volonté de défendre l'Europe, qui est bien mise à mal aujourd'hui, l'Union européenne, j'entends, et même si le reste n'est pas non plus toujours très rose, mais l'Union européenne, et de défendre aussi nos valeurs, qui sont l'Union européenne, qui sont fondées sur la liberté, la tolérance, l'accueil, etc., qui sont aussi largement mises à mal au sein de l'Union européenne et dans le monde globalement. Je pense que je ne fais pas de la politique en disant ça. On en a tous conscience, donc c'est aussi ça qui nous porte aussi sur l'envie d'envoyer nos étudiants, parce que tous nos étudiants qui partent à l'étranger ensuite deviennent en général des ambassadeurs de l'international et de la tolérance. Et ça, c'est super important. Donc, UGLO, après mon petit laïus. UGLO, je l'aime bien. Mon petit laïus, les universités d'accueil, donc Paris-Saclay. Nous avons aussi Lund University, qui est pas en Norvège, qui est en Suède, dans le sud de la Suède. L'université de Szeged, qui est dans le sud de la Hongrie, qui est une ville très agréable et un campus en centre-ville, je connais puisque j'y suis allée. L'université de Porto, donc Porto au Portugal. L'université de Ludwig Maximilians de Munich, donc en Allemagne. Nous avons aussi un accord avec une université espagnole, Alcalá, qui est rattachée, qui est dans la banlieue de Madrid, un magnifique campus. Et puis, on peut aller dans Madrid, c'est une demi-heure à peu près, comme le RER en fait. Voilà, j'ai rencontré leur directeur des relations internationales qui vous accueillera avec grand plaisir. L'université arctique en Norvège, qui est tout au nord du cercle polaire, donc quelques mois de nuit. Et puis l'université de Hambourg, toujours en Allemagne. Alors, on n'a pas toujours des accords pour toutes nos disciplines. Par exemple, typiquement, la Norvège, on n'a pas d'accord, en tout cas en économie management, en droit, je ne sais pas. Et en fait, je ne me bats pas pour avoir un accord pour le moment, parce que pour le coup, il n'y a pas de cours en anglais. Donc, s'il y a des étudiants qui maîtrisent le norvégien, qui ne sont pas norvégiens, parce que Erasmus est interdit au pays, vous pouvez pas, si vous êtes norvégien, vous ne pouvez pas aller partir faire un Erasmus en Norvège. Mais si vous parlez très bien norvégien et que vous êtes en économie management, n'hésitez pas à venir vers moi. On essaiera de trouver une solution pour vous envoyer quand même en Norvège, même si pour le moment, on n'a pas d'accord. C'est assez facile de créer des accords avec nos pays, surtout les pays Erasmus et surtout les pays UGLO. Et puis, bien sûr, on a plein d'autres pays européens, Erasmus+, qui vous sont ouverts, pas simplement les UGLO. Alors, UGLO, pourquoi je le mets en avant? D'abord parce que c'est une alliance et que donc on a vraiment des relations privilégiées avec eux. Et puis, souvent, ce qui intéresse beaucoup les étudiants, c'est que vous avez un bonus de 600 € en plus, une fois, c'est pas tous les mois, en plus des autres bourses. Quand vous partez dans un pays Erasmus+, vous avez une bourse qui vous est versée, correspond à un revenu qui vous est versé tous les mois, même si ça vous est versé tout d'un coup. Mais en plus, on vous donne 600 € au début. Donc ça, c'est une bourse purement Paris-Saclay, pas européenne, parce que voilà, c'est nos universités partenaires, et donc on favorise ces mobilités. 600 €, c'est pas mal pour s'acheter sa couette, ses casseroles, faire ses premières installations de studio. Et plus, je pense même. Voilà.
Et puis, vous avez donc plein de pays. Pour aller voir les pays qui sont ouverts à l'international, chez nous, vous avez une carte qui fonctionne. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien rentrer votre UFR, bien mettre qu'on est de Jean Monnet ou droit économie management, parce que bon, normalement, on est les seuls en droit et pour le moment en économie management au sein de Paris-Saclay, périmètre restreint. Mais il faut bien renseigner la faculté dans laquelle vous appartenez, droit, économie, management, Jean Monnet. Et puis, vous sélectionnez des pays et bien sélectionner aussi la discipline. Et normalement, on va vous donner la liste des destinations possibles. Maintenant, si vous avez des questions plus précises, on a des beaux classeurs au 4e étage au bâtiment A. Vous pouvez aller les feuilleter, les regarder, venir nous poser des questions. Et puis, de toute façon, vous aurez le détail exact de toutes les universités en janvier. Et donc, quand c'est pour Erasmus+, vu que le délai, c'est le 28 février, vous aurez le temps de vous renseigner plus précisément. Mais n'hésitez pas à vous renseigner en avance pour anticiper rêver, projeter, réfléchir, etc. J'en profite juste rapidement, ce n'est pas l'objet de la centrale de cette réunion, mais je parlais aussi que la mobilité, elle se prépare. Et puis, quand bien même on ne part pas, peut-être que certains d'entre vous finalement ne partiront pas, on peut quand même travailler son profil international, et notamment Yoglo est une plateforme, enfin une alliance, mais il y a un site internet, je vous ai mis l'adresse ici, si vous tapez Yoglo, vous tomberez vite dessus, et vous verrez qu'il y a énormément de propositions qui sont faites, alors ce qu'on appelle Courses and Training, c'est l'onglet qui correspond, et dedans il y a toutes les manifestations, activités, cours en ligne, qui sont proposés soit par Paris-Saclay, soit en partenariat avec des partenaires, soit par d'autres partenaires, qui pour bon nombre sont en langue anglaise et donc qui sont l'occasion de suivre des formations complémentaires à ce que vous faites déjà. Alors, je sais que vous êtes déjà très occupés, mais ça peut permettre aussi de donner une coloration spécifique à votre CV, puisque l'idée derrière, c'est que vous recevez des certificats que vous pouvez ensuite rajouter à votre CV, surtout si vous avez essayé de vous construire un CV Europass, et qui est très valorisé aussi pour certaines formations et pour certains employeurs qui montrent que vous avez aussi une curiosité et des spécificités. Par exemple, il peut y avoir des formations sur qu'est-ce que la santé globale, c'est le cœur de notre sujet. On peut avoir des formations sur les problématiques de genre dans le milieu professionnel. On peut avoir des formations sur l'écologie, des formations sur l'interculturalité, des formations sur l'entrepreneuriat. Là, il y avait une formation de quelques heures sur les droits humains. Enfin voilà, on peut aller voir, c'est gratuit. Donc quand on sait qu'en général, les MOOC, tout ce qui est en ligne, c'est payant, profitez-en, il y a vraiment des choses de grande qualité. Et c'est une façon aussi de travailler son anglais et de préparer son internationalisation. Donc une fois que est-ce qu'il y a des questions par rapport aux destinations? Ça permet de poser un peu ma voix. Non? Bon, on fera les questions après si vous en avez. Ensuite, les procédures de candidature. Donc les procédures de candidature, je vous ai dit, vous aurez une réunion en janvier où vous aurez beaucoup plus de précisions. N'oubliez pas quand même qu'il ne faut pas attendre janvier pour les États-Unis et les universités anglophones, le programme ICEFA, deadline 9 décembre. Et ne pas oublier aussi pour le Canada, puisque je vous ai mis de mémoire, j'ai mis le 9 février, je crois. 17 février, pardon. 17 février. Et puis pour tous les accords bilatéraux, anticiper, surtout si parfois il faut avoir des certifications de langue. Cela dit, même ceux qui pensent partir au sein de l'Union européenne intégrant la Norvège et la Suisse, vous avez des destinations en Suisse et en Norvège qui ne font pas partie de l'Union européenne. Il faut bien prévoir que vous avez besoin d'un passeport, sauf si vous êtes de nationalité française et que vous pensez partir au sein de l'Union européenne. N'oubliez pas que le Royaume-Uni n'est plus l'Union européenne, donc pour partir au Royaume-Uni, il faut un passeport. Et donc, vous savez bien que c'est long de refaire un passeport. De même, si vous avez une carte d'identité qui est périmée, c'est les mêmes délais. Donc, anticipez bien tout ça, parce que vous allez avoir très vite besoin de ces documents pour poser vos candidatures. Renseignez-vous aussi sur l'éventualité d'un visa. Vous renseignez-vous le plus tôt possible, parce que surtout si vous n'êtes pas des ressortissants français, vous n'avez pas la nationalité française, il peut y avoir d'autres critères qui nous échappent, et notamment pour aller dans d'autres pays européens. Si vous n'êtes pas européen de nationalité, pour partir dans d'autres pays étrangers,
Même européen, vous pouvez avoir des besoins de visa. Mais globalement, si c'est en dehors de l'Union européenne et quand même vous êtes français, il y a la question des visas. Enfin, aussi améliorer son niveau de langue étrangère. Donc ça, je l'ai déjà indiqué. Voir s'il ne faut pas préparer des certifications. La question du logement aussi, j'en ai déjà parlé. Se renseigner pour des questions de budgétisation. Ça peut être rédhibitoire de ne pas pouvoir se loger parce que c'est difficile, parce qu'on n'a pas les moyens pour payer les loyers qui sont proposés dans nos pays. Ça, c'est vraiment important de bien vous renseigner et avoir déjà une idée de budget dont vous auriez besoin pour partir, pour vivre, le coût de la vie, etc. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous verrez, on vous donnera des contacts éventuels avec des étudiants qui sont déjà partis, qui peuvent aussi vous donner des conseils. Si je dois faire une timeline sur les procédures de candidature, ce n'est principalement que des redites. 9 décembre, date limite de dépôt du candidature MICEFA, TOEFL exigé. 1er février, date limite de candidature pour tous les accords bilatéraux. 17 février, date limite de dépôt pour les candidatures BCI. Et le 28 février pour les autres candidatures pour les mobilités en programme Erasmus+. Ensuite, comment ça va se dérouler? En février-mars, en fonction des destinations, vous aurez des entretiens de présélection avec nous ou avec la direction des relations internationales. Pour ce qui est MICEFA, BCI, ce sera plutôt avec eux. En revanche, pour les autres programmes, accords bilatéraux et Erasmus+, c'est avec nous. Donc, si ça doit être en anticipé, ce sera en février, on prendra un rendez-vous. Et si c'est pour des candidatures qui peuvent être envoyées en mars, donc date limite 28 février, vous aurez des entretiens avec nous. On organise une journée. Alors, si c'est en espagnol, avec un prof d'espagnol. Si c'est en anglais, avec nous et les profs d'anglais. Et si c'est en allemand, avec un prof d'allemand. L'objectif de cet entretien, c'est à la fois de vérifier évidemment votre capacité à discourir dans la langue d'accueil. Et puis, c'est aussi vérifier que ça s'intègre bien dans un projet universitaire, professionnel. Quelle est votre motivation? On a des étudiants qui arrivent et on vous dit alors pourquoi l'Italie? Ah, parce que l'Italie c'est trop beau, il fait chaud, on mange bien, les Italiennes elles sont trop jolies. Et voilà. Non, vous ne nous dites pas que les Italiennes sont trop jolies, mais voilà, c'est un peu l'idée quand même, c'est qu'on va aller se faire un petit Erasmus version auberge espagnole. Alors je sais que c'est une référence cinématographique que vous n'avez peut-être pas nécessairement. Si, vous l'avez. Bon, voilà. Bon, vous y allez aussi pour bosser. Et même si bien sûr vous y allez aussi pour vivre l'expérience du pays, bien évidemment, mais nous ce qu'on regarde, c'est votre capacité à intégrer cette mobilité dans un objectif professionnel et d'étudiant. Donc celui qui n'est pas allé voir ou celle qui n'est pas allé voir le programme de l'université dans laquelle vous candidatez, qui n'est pas capable de dire moi je suis intéressé parce qu'ils ont tel type de cours, etc. Ça le fait pas très bien, quoi. Ça le fait pas très pro, quoi. Voilà. Donc petit conseil. Et puis, une fois qu'on a fait ces entretiens, eh bien, on va, en fonction de vos desiderata, vous proposer une affectation et que vous pouvez accepter ou refuser. Et si vous êtes d'accord, eh bien, on va ce qu'on appelle vous nominer, non pas aux Oscars, mais dans une université partenaire qui recevra votre dossier et qui dira oui, qui donnera la réponse finale, oui, on accorde ou pas cette mobilité, on accepte le dossier. Donc nous, on vous nomine, ça ne garantit pas que vous êtes finalement pris. En général, vous êtes pris. Mais il peut arriver que l'université d'accueil vous refuse pour diverses raisons. Généralement, c'est un problème de niveau de langue ou de niveau de travail, ou sinon, c'est que vous n'avez pas renvoyé toutes les bonnes pièces, ce qui arrive aussi. Vous ne respectez pas les délais d'inscription et de réponse à certains documents, et donc forcément, là, ça ne passe pas. Enfin, mai 2025, nous aurons une 3e réunion, où là, on reviendra vraiment dans le cœur du sujet pour partir. La question aussi importante chez les étudiants, c'est quelles sont les possibilités de financement. J'ai beaucoup parlé des questions de budget. Alors évidemment, il y a des aides à la mobilité internationale. Là, c'est pareil, c'est plusieurs slides et je ne vais pas les développer, ça n'a pas grand intérêt. En revanche, vous les trouverez sur le drive dont je vous ai déjà parlé. Donc, juste rappel, on a pour les Erasmus+, donc toutes les mobilités au sein de l'Union européenne, Norvège et Suisse, il y a une aide systématique qui vous est versée, qui est un montant mensuel, et qui dépend du groupe du pays dans lequel vous allez et du pouvoir d'achat du pays. Donc de mémoire, je crois que ça a été revu, ça peut être dans les 500 € quand on est dans un pays
à fort pouvoir d'achat comme l'Allemagne, par exemple, et puis ça décline. Je ne sais plus, c'est 500, je crois que c'est à peu près 500. Ça a été revalorisé, parce que l'année dernière, c'était 300, un peu moins de 400, et ça a été revalorisé avec l'inflation. Enfin, je vous laisse aller voir ces montants-là. Vous avez aussi les 600 € une fois, pas tous les mois, malheureusement pour vous, pour les pays YOGLO, pour les destinations université YOGLO. Et puis, sinon, il y a un certain nombre d'aides qui viennent se combiner à votre bourse si vous avez à votre bourse si vous êtes boursier par ailleurs et qui dépend aussi de vos revenus ou des revenus de vos parents, enfin en tout cas du foyer fiscal auquel vous vous êtes raccordé, de façon à voir si vous avez besoin d'aide ou plus. Donc là, c'est soumis à des conditions financières. Donc, allez voir tout ça, et sachant que la gestion des bourses ne se fait pas chez nous, mais en centrale. Il y a un contact d'une personne qui vous aide à préciser ce à quoi vous avez le droit. En centrale, c'est-à-dire la direction des relations internationales. Dernier point, avant de prendre vos questions, info et contact. Donc, on a créé un Google Drive qui s'appelle Partir à l'étranger Jean Monnet, donc il y a l'adresse, je vous l'ai déjà mis plein de fois. Pour le moment, il y a quelques documents. On remettra des documents si on en a d'autres. Encore une fois, l'idée, c'est de remplacer l'absence de site internet. Donc, vous retrouverez pour le moment la fiche MICEFA qui vous renverra sur un espace, une plateforme avec plus de précision. Vous allez retrouver les indications sur les bourses et vous allez avoir un guide des études à l'étranger qui est un petit 2 pages très visuel qui vous explique les procédures, etc. Et il y a aussi, dans le même esprit, un guide du stage monde qui vous donne aussi des conseils sur ce que vous devez faire pour partir en stage à l'étranger. Donc ça me permet de rebondir rapidement sur les stages à l'étranger. Il faut déjà savoir qu'à partir du moment où vous êtes inscrit, vous êtes étudiant chez nous, comme dans toute université française ou même établissement d'enseignement supérieur, vous pouvez signer des conventions de stage en France ou à l'étranger. On ne peut pas faire de stage si on n'est pas rattaché à un établissement d'enseignement supérieur, en tout cas en France. Et de là, on signe une convention de stage, l'université, votre employeur et vous. Vous pouvez tout à fait trouver un employeur à l'étranger. D'ailleurs, on a une convention de stage en anglais. Ça, c'est géré par le service de la scolarité, qui, avec toute une procédure pour déclencher une convention de stage. Quand vous partez à l'étranger, on vous demande aussi, lors de la création de cette convention de stage, de le signaler. Il y a une procédure de le signaler au service des RI ici. Tu me corriges, Laurence, si je me trompe. Puisqu'il est très, très important que l'on sache quand nos étudiants partent à l'étranger, pour des raisons d'assurance, pour des raisons de sécurité déjà, parce que quand vous partez dans un pays, imaginez que vous avez un souci dans le cadre de votre stage et que nous, il faut qu'on sache que vous y êtes. Si vous avez et il y a une catastrophe naturelle dans le pays qui vous accueille, donc qui n'était pas prévu, il faut vous rapatrier. Eh bien, si on ne sait pas que vous êtes parti, on ne peut pas vous rapatrier. Et on ne peut pas prévenir le ministère des Affaires étrangères que vous êtes parti. Donc voilà, même si vous avez des procédures d'enregistrement, nous aussi on doit. Et puis on a des pays rouges, voire oranges, dans lesquels vous n'avez pas le droit d'aller. En tout cas, l'université Paris-Saclay ne veut pas que vous y alliez. Et nous non plus, on ne peut pas y aller pour des raisons de sécurité. Nom de code, on avait un accord avec le Mexique. L'année dernière, on a retiré l'offre mobilité au Mexique parce que le ministère des Affaires étrangères indique bien que les zones où vous auriez dû aller étaient des zones extrêmement dangereuses, notamment en raison des narcotrafiquants. Et donc, il n'est pas question qu'on envoie nos étudiants et nous non plus, on ne peut pas y aller. En ce moment, toute la partie du Proche-Orient est bien entendu fermée. Et même l'année dernière, le Liban était plutôt considéré comme... On ne pouvait pas envoyer d'étudiants en Liban, que ce soit en stage ou en études. On a des étudiants qui, visiblement, n'ont pas bien lu les consignes, sont partis. Ça a leur risque et péril. Donc nous, on peut très bien annuler la convention de stage en disant qu'on n'est pas d'accord avec ça et surtout, on ne la signera pas. Voilà. Donc... si vous partez à l'étranger dans le cadre de l'université Paris-Saclay, que ce soit pour des études et pour le stage, vous devez absolument vous signaler auprès de Laurence et de Sadja. Encore une fois, ce n'est pas pour vous fliquer, c'est vraiment pour votre sécurité. Et puis sinon, on se fait taper les doigts par le ministère des Affaires étrangères, croyez-moi. Voilà, donc les contacts, vous les avez.
une adresse générique pour les services des relations internationales. Le bureau est le A413. Donc, Laurence, qui n'était pas là au début, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je leur ai expliqué qu'ils pouvaient aller se nourrir là-bas. Et puis se renseigner aussi un peu plus. Donc, Laurence Wagner, qui est votre... Vas-y, tiens. Vas-y. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, si vous avez des questions plus précises, vous venez au 4e étage du bâtiment A, bureau 413 et 415. On essaiera de vous renseigner au mieux. Là, c'était une première réunion pour vous dire de commencer à regarder, à vous intéresser au sujet, où est-ce que vous voulez aller, commencer à aller sur les universités partenaires. On refera une deuxième réunion courant janvier. En janvier, on organisera également ce qu'on appelle une journée des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'il y a les étudiants qui viennent de pays étrangers qui sont chez nous en ce moment, qui vous parleront de leur université et allez les voir, leur demander comment ça se passe chez eux. C'est toujours un moment qui est intéressant. Donc on essaye d'organiser des événements avec des échanges avec les étudiants étrangers. Voilà. Donc bienvenue à tous. Et ensuite, on a organisé une petite collation à côté. Venez nous voir, c'est en salle Penrose. C'est juste 13h30 à 15h, c'est ça ? Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Ok. Voilà, il y a aussi Sadja Mechkan, donc, qui ne peut pas être là aujourd'hui, que si vous allez au bureau à 413, vous la rencontrerez également. Et puis, on s'est déjà présenté, Patrick et moi, pour plus les aspects pédagogiques. Hein. Nous, on ne s'occupe pas des aspects administratifs. Parfois, certains s'évertuent à me renvoyer des mails pour avoir des informations sur les problèmes ou des questions administratives. Je renvoie vers mes collègues qui sont les experts du sujet. Donc ça aussi, évidemment, en préparant vos dossiers, vous comprendrez bien normalement qui fait quoi, si vous suivez bien nos réunions. Par ailleurs, nous avons normalement un espace sur l'international sur le site de la faculté Jean Monnet, donc aujourd'hui Joker. Pour ça, j'ai mis bientôt de nouveau sur les écrans, on a beaucoup d'espoir. En revanche, il y a un acteur majeur pour préparer vos mobilités, vous renseigner, ou même éventuellement aussi rencontrer d'autres étudiants qui sont venus chez nous en mobilité et qui ont souvent du mal à se faire des amis français, parce que vous êtes déjà énormément entre vous. Et donc, les étudiants qui viennent chez nous, souvent restent entre eux, ont plus de mal à se faire des amis français parce qu'on ne vient pas vers eux. C'est Erasmove. Donc, Erasmove, c'est une association d'étudiants de la faculté Jean Monnet qui est gérée par une équipe d'étudiants extrêmement dynamique. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Ils adorent organiser des événements, vous renseigner. Ils seront aussi présents à la collation, comme dit Laurence. Et ils ont un compte Insta qui met en avant un certain nombre d'informations ou d'événements qui sont organisés pour nos étudiants, les étudiants qu'on accueille, mais vous êtes aussi les bienvenus pour y participer. Et puis, un certain nombre aussi de liens, donc je ne vais pas développer, qui sont souvent des émanations des DU, pour les germanophones et les hispanophones, et pour les sinophones, on dit. N'hésitez pas également à nous contacter si vous avez des questions, donc ça on vous l'a déjà dit. Si vous souhaitez aussi entrer en contact avec des étudiants, alors soit des étudiants qui sont actuellement, nos étudiants français qui sont actuellement dans les universités partenaires, parce qu'ils sont sur place, ils seront ravis de vous renseigner. Et puis aussi, n'hésitez pas à rencontrer nos ambassadeurs entrants, c'est-à-dire les étudiants qui viennent d'universités où vous pourriez aller et qui pourront aussi vous renseigner. Par exemple, je sais pas moi, j'ai des étudiants en ce moment qui sont à l'université de Barcelone, j'ai une étudiante d'Italie, de Turin. Alors le Turin, c'est pour l'économie management. Voilà, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Et typiquement, des événements comme les ambassadeurs en janvier sont des bonnes opportunités. Et puis, avant de finir l'enregistrement et avant de répondre à vos questions, juste un petit témoignage d'un étudiant que j'avais en L2 l'année dernière, en intro au comportement du consommateur, qui souhaitait partir au Mexique. Je lui ai dit non, c'est pas assez sécurisé. Qui souhaitait partir au Pérou, mais on n'avait plus d'accord avec le Pérou. Et qui avait mis en troisième choix Valence. Donc, il est parti à Valence. Et il nous a envoyé ce message la semaine dernière. Et je vais vous le lire parce que je trouve qu'il est chouette. En tout cas, nous a fait chaud au cœur.
Je suis à Valencia depuis un peu plus d'un mois maintenant. Les cours ont commencé depuis 3 semaines. Je vis dans une colocation à 4, pas très loin de mon université et de la plage. Point d'exclamation. La ville est magnifique. Je sors régulièrement avec des amis, que ce soit mes colocs avec qui je m'entends très bien ou même des amis de la faculté. Je ne vous mens pas en vous disant que la première semaine à l'université était difficile. Je ne connaissais personne et ayant pris les cours en espagnol, j'étais dans des classes sans Erasmus. Donc les groupes d'amis étaient déjà formés. C'était difficile de s'intégrer, mais finalement, la deuxième semaine, je me suis fait beaucoup d'amis. Donc tout se passe au mieux pour le moment. Au niveau des cours, ils ne sont pas trop chargés. Le rythme de travail en Espagne est beaucoup plus soft. Pour ce qui est de la langue, aucun problème, je maîtrise et je progresse à vue d'œil. Le fait d'être baigné dans la langue est comme une compréhension orale constante. J'ai eu des soucis avec mon inscription et suis donc toujours en attente de la bourse Erasmus+, seule ombre au tableau, je vais revenir là-dessus. Voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. PS, je suis toujours en short t-shirt, il fait 30 degrés en octobre, ça me change du climat parisien. Arthur, voilà. Voilà, donc c'est un message qui est très positif. J'espère qu'il a bien compris qu'il y avait beaucoup de travail personnel, mais bon, je vais laisser Arthur découvrir assez vite le sujet, parce que des fois, c'est pas parce qu'on a que peu d'heures de cours dans la semaine qu'on n'a rien à faire. Ça, c'est vrai que pour des Français, c'est un peu difficile à comprendre, puisqu'on est tellement chargé d'habitude en cours. Et la question de l'inscription, c'est juste qu'Arthur, il ne s'est pas tellement pressé pour s'inscrire à l'Université de Valence. Enfin, en tout cas, il a dû louper quelques dates. Bon, il n'est pas là pour se défendre, donc c'est pas très gentil de ma part. Mais non, j'aime beaucoup Arthur, c'est pas la question. Enfin, en tout cas, dès lors que le problème d'inscription dans l'université a été réglé, il a eu très vite sa bourse, puisque tout de suite, notre collègue de la direction des relations internationales lui a dit, en fait, une fois qu'on est inscrit, parfois, il faut quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines pour enclencher le versement de la bourse. Et normalement, il devrait avoir sa bourse. Voilà, tout ça pour dire aussi que partir à l'étranger, c'est aussi se prendre en charge, assimiler énormément d'informations administratives. On vous donne beaucoup d'informations, des procédures à suivre, des deadlines. En fait, c'est pas juste pour vous charger la tête, c'est juste qu'il faut le faire. Et tous les ans, on a des étudiants qui ils arrivent, alors ils ne sont pas inscrits, ils n'ont pas respecté le délai, oh j'avais pas vu, oh je savais pas, voilà. Alors nous, ça nous fait perdre du temps et ça génère du stress chez nous et chez l'étudiant. Et parfois, il y a des étudiants qui se sont vus leur mobilité annulée parce qu'ils n'avaient pas respecté. Donc voilà, c'est aussi devenir encore plus adulte que de partir à l'étranger parce que c'est plein de procédures administratives et des respects de délai. J'en ai à présent fini. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement parce que les questions vont être dans la salle et à mon avis, c'est pas la peine de les garder. Non. Et je vais répondre aux questions dans la salle s'il y en a. Merci Jordan. Il n'y a pas de questions ? Alors, allez-y. Bon, on va commencer. De toute façon, il n'y a plus de mention sur les diplômes. Même si vous restez en France, il n'y a plus de mention. Pareil, ça a décidé de retirer les mentions il y a quelques années. Mais effectivement, vous n'aurez pas un relevé de notes de L3 avec des notes françaises et donc une moyenne française. Vous pourriez me dire, oui, mais si j'ai 13, j'aurai mention assez bien en droit. Si j'ai 12, j'aurai mention assez bien en économie management. Mais oui, c'est sûr que vous ne pourrez pas afficher une moyenne. En revanche, on aura le moyen de vous faire un document de conversion des notes locales de votre université d'accueil et donc d'avoir une moyenne française, même si ça n'a pas valeur juridique, mais c'est un document que vous pouvez fournir. Et puis, vous aurez votre relevé de notes de votre pays d'accueil. Ouais. Oui, d'ailleurs, bien sûr, en fait, c'est du surnuméraire, mais bien sûr, vous pouvez avoir plus de CTS. Si vous gagnez 35 ECTS, vous aurez 35 ECTS. C'est même conseillé, et c'est même, on vous le redira dans les Learning Agreements, de souvent construire un Learning Agreement avec un peu plus de 60 ECTS, si c'est pour un an, parce que si vous plantez une UE, vous pouvez rattraper. Et puis, on vous dira aussi que vous avez le droit de prendre des UE d'apprentissage de la langue d'accueil dans une certaine limite. Ouais. Pardon, j'ai pas. Il me semble, mais à vérifier que le IELTS est admis. En revanche, le TOEIC, il n'est pas admis
Cambridge. Pour le professionnel et pas pour les Et si vous avez, ouais, si vous voulez repréciser ça, vous pouvez toujours recontacter la DRI, mais je ne sais pas que je remets en doute l'avis de Patrick, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les contacter eux, ils connaissent très bien. Ça vaut le coup de leur demander, en tout cas pour l'IELTS. Et ce que je voulais dire, quant à la date limite de candidature, elle est pas complet, c'est ça, ouais. Donc il faut s'inscrire dès demain au TOEFL. Non, non. On doit envoyer complet. Un dossier incomplet n'est pas recevable. C'est comme pour les candidatures en master. Autre question ? Ouais. En fait, c'est un peu l'avantage du stage, c'est-à-dire que le stage, comme vous le faites dans une entreprise, on n'a pas besoin d'un partenariat avec cette entreprise. Donc en gros, vous partez un peu où vous voulez. Ouais. En revanche, on ne vous trouve pas de stage. Mais une fois que vous avez votre stage, oui, vous pouvez venir au service des relations internationales. Et vous pouvez aussi aller voir votre responsable de SCOL. Je ne sais pas, vous êtes en Master 2, bah, la responsable qui vous donnera la procédure pour s'inscrire sur la plateforme Pestage. Et il y a un aspect international. Et normalement, on vous indique la procédure pour l'international. Mais si jamais vous voyez que on ne vous demande rien, vous allez au RI pour leur dire, voilà, j'ai déposé... Oui. Alors, normalement, il n'y a pas d'autorisation FSD, donc sécurité défense. Mais nous, c'est bien qu'on sache. Et puis en plus, vous avez des aides. Bien sûr. Vous avez des aides, surtout Erasmus, comme pour les études, vous avez des aides sans condition. Voilà. Après, pour les stages, vous pouvez aussi avoir une aide IDEX, qui est une aide de nous, Paris-Saclay. Mais là, c'est sur la qualité de dossier. Donc, n'hésitez pas aussi à venir nous contacter parce qu'on a des financements spécifiques. Et les dossiers, je crois qu'ils sont déposés en janvier. Il y a une première commission en janvier, une deuxième commission en mai, quelque chose comme ça, parce que je sais que j'avais été jury. Et en fait, vous pouvez demander une bourse complémentaire ou qui est plus intéressante que la bourse Erasmus. Donc, renseignez-vous bien, il y a une bourse spécifiquement pour les mobilités stages conditionnée à la qualité du dossier. Et on a souvent des étudiants de master. Et les bourses se cumulent. Ça se cumule en plus avec Erasmus ? Bon, alors voilà, encore mieux. Oui, donc surtout, gardez bien ça en tête et n'hésitez pas à aller voir nos collègues, maintenant que vous savez que ça existe. Si vous avez, je ne sais pas, vous êtes franco-espagnol, si vous avez la nationalité espagnole, vous ne pouvez pas aller en Espagne. En fait, l'esprit d'Erasmus, c'est de favoriser la mobilité d'étudiants dans des pays dont ils ne ressortent pas. Donc même à la double nationalité, ouais. On a eu un cas l'an dernier où, un peu exceptionnellement, on l'a autorisé à partir dans son pays d'origine. Elle avait la nationalité. En revanche, Erasmus a refusé de lui fournir la moindre aide financière. Donc c'était un peu le bémol. Et puis l'université d'accueil peut te refuser aussi. Parce que, voilà. Donc, considérez que... Il vaut mieux pas. Ouais. Oui. Ouais. C'est envisageable. Le seul souci de la mobilité au semestre, c'est que souvent il y a des conflits de calendrier entre les universités. Par exemple, l'Allemagne commence leur semestre en octobre et le termine en janvier. Ce qui fait que si vous partez au premier semestre, vous allez rater 2 à 3 semaines du second semestre en revenant en France. Et inversement, je ne sais pas, vous avez... Et là, c'est pas possible parce qu'il y a des TD, voilà. Et typiquement, on a eu un problème cette année avec les étudiants qui sont partis en Chine parce qu'ils ont dû passer les rattrapages. Ils ont été pris dans des masters
Mais ça, ils étaient partis un an pour le coup. C'est encore autre chose. Bon, c'était la première fois qu'on avait ce problème. On n'a jamais eu. Et avec Clémy, il n'y en a pas eu. Je ne vais pas dire, mais. Non, mais. Ouais. La mobilité au semestre, elle n'est pas interdite. Il faut juste vraiment bien choisir. Et il faut savoir que du coup, alors comment ça se passe si vous partez, ça veut dire que vous allez valider un semestre. Vous n'êtes plus dans la maquette classique, c'est-à-dire que si vous êtes en gestion, donc je sais pas, imaginez que vous prenez la licence 3 économie parcours gestion des entreprises. Je ne sais pas ce que vous allez faire, c'est Alexis, c'est ça ? Eh bien, le premier semestre, vous allez le valider dans votre université d'accueil et vous devrez valider votre deuxième semestre chez nous. Voilà. Il n'y aura pas le jeu, c'est pas le même jeu, et il n'y aura pas de compensation entre les semestres. C'est-à-dire que si vous validez... Non, mais en fait, si vous validez votre semestre à l'étranger et que vous ne validez pas votre semestre en France, il n'y aura pas de compensation entre les moyennes. Alors que le système chez nous, même si c'est plus par semestre, c'est par bloc, il y a quand même un phénomène de compensation entre toutes les matières de l'année avec certaines règles, etc. Là, c'est vraiment complètement désolidarisé. Pour avoir votre L3, il faut d'un côté valider votre semestre à l'étranger, de l'autre côté valider votre semestre en France. D'accord ? Il n'y a pas de compensation. Effectivement, il y a la question de l'incompatibilité des calendriers qui peut être un véritable enjeu. Et en toute franchise, on sert, entre guillemets, d'abord les étudiants qui partent un an. C'est-à-dire que si vous avez une destination où il n'y a pas beaucoup de place et qu'on a des candidats pour partir un an, on envoie d'abord nos candidats pour partir un an. Parce que si vous partez 6 mois, ça veut dire qu'il n'y a plus que 6 mois pour quelqu'un d'autre. Et en fait, elle est perdue. Ces 6 mois sont perdus. C'est jouable. Autre question ? Non ? Bon, bah écoutez, on vous laisse réfléchir. Malheureusement, on ne peut pas vous renvoyer sur le site internet avec plein de jolies photos et tout. Mais allez sur le Google Drive et vous l'avez récupéré, l'adresse du Google Drive, vous l'avez prise en photo ? Ouais, c'est bon ? Non ? Alors normalement, hein, la présentation a été enregistrée, donc vous l'aurez, mais vous pouvez déjà faire la photo tout de suite. Regardez. Est-ce que je l'ai mise ? Voilà. Il est en petit, mais... J'aurais dû faire un QR code. Mais je ne sais pas faire un QR code, il faut que j'apprenne. En plus, c'est simple. Bon, l'année prochaine, il y aura un QR code. Ouais. Il y en a eu une lundi. C'est la même. Oui, je vous avais dit que ça serait enregistré. Et puis là, je vois que vous êtes là en présentiel, c'est parfait. Oui, les deux ont été enregistrés d'ailleurs. Mais peut-être qu'on mettra celle-là parce qu'elle a été enregistrée par un pro, alors ça sera mieux. Voilà. Eh bien, réfléchissez bien, on sera ravis de vous faire partir. En général, nos étudiants partent tous, sauf si ils ont une gestion de la préparation de dossiers calamiteuse, genre j'ai loupé les dates, je ne respecte pas les procédures, ou si vous ne validez pas l'année. Ce n'est pas forcément votre premier choix de destination, mais généralement on envoie quand même tous les étudiants ouais. qui souhaitent partir quelque part. Voilà. Mais vraiment, regardez bien le contenu des cours et les cours en anglais. Parce qu'il y a par exemple à Munich, à la LMU, en droit, il n'y a pas de cours en anglais. Donc vous ne pouvez pas. En revanche, les étudiants, Alexis dit c'est pas grave, bah ouais, forcément. En économie, peut-être que vous parlez allemand, mais vous n'êtes pas en droit. Donc voilà. Et en revanche, en économie, gestion, il y a la possibilité d'avoir des cours en anglais. En Allemagne, il y a pas mal de destinations, mais vous pouvez aussi prendre des cours en allemand. Vous n'êtes pas obligé de les prendre en anglais, bien sûr. Voilà. Eh bien, bonne continuation. Bon courage pour ceux qui ont des galops d'essai. Et je dis à demain à ceux que je dois avoir demain en L2. Je vous rappelle que c'était des TD demain et non un amphi. Vous avez reçu l'information. Très bien, merci.